Hello à tous, bienvenue dans cet épisode de Parole de coach. Je me pointe, une fois n'est pas coutume, pour, interroger et tirer les vers du nez de Mehmet Gül qui est coach en performance, qui coach quand même principalement des CEO ou qui accompagne les plus gros programmes, de coaching, en France. Aujourd'hui, on va lui poser beaucoup de questions, on va essayer de comprendre comment il se retrouve à travailler avec ce genre de clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs sur le marché qui aimeraient travailler avec ce genre de personnes et qui n'arrivent pas à les approcher. On va essayer de tirer toutes les infos à Mehmet. Mehmet, comment vas-tu? Super bien, ça fait vraiment bizarre de te revoir des années après me reposer des questions comme ça fait trop bizarre. C'est vrai qu'on fait une vidéo ensemble à peu près tous les 3 ans. Ouais, c'est ça. Et là, on revient un peu à la source. C'est trop bien d'être là. Merci pour l'invitation. J'ai une première question. Aujourd'hui, la plupart de tes clients, c'est quoi comme profil? Alors les profils, c'est simple, c'est des gens comme toi qui sont CEO de boîtes du digital et qui ont déjà en fait, une équipe, un certain niveau de chiffre d'affaires, généralement au-dessus des 100 K par mois et c'est souvent des personnes qui ont, maximisé une compétence ou qui ont en fait maximisé un service qui permet, qui reste dans le domaine du make money comme on dit un peu dans le marketing. C'est vraiment un segment où les gens peuvent utiliser leur programme pour créer une entreprise. Et c'est souvent dans la création d'entreprises et l'accompagnement justement de ces CEO-là, aussi de leur communauté, parce que j'ai aussi un programme pour accompagner la communauté de mes clients. Et je suis principalement sur des profils qui sont, on va dire, très digitalisés et qui ont cette ambition finalement d'aller chercher plus grand, plus fort en ligne, quoi. OK. Donc si on résume, c'est le genre de client que, tous les coachs en performance, coachs en dev perso, coachs en PNL voudraient avoir. On peut le dire comme ça, ouais, peut-être. On va être un peu brutal, hein, sur Ouais, ouais, 3 ouais. secondes. La Vas-y. plupart des coachs et je parle pas de coachs en développement personnel qui aident sur les traumas d'enfance et cetera. Mm. Je parle vraiment de gens qui sont orientés perf, déblocage, Ouais. donc avec des outils beaucoup comme la PNL et cetera. C'est des gens, ils ont plus envie de coacher, un athlète olympique ou un top CEO Mm. que, madame Michu qui s'est engueulée avec ses enfants. Ouais, c'est ça. Ça veut pas dire que madame Michu qui s'engueule avec ses enfants, c'est pas bien et qu'il faut pas l'aider. Ça veut Mm. dire que c'est pas les mêmes profils de coach qui vont l'accompagner et c'est en général, c'est plus des thérapeutes qui ont packagé une offre d'accompagnement plutôt que du coach en performance, C'est quoi. ça. Ouais, Pas le c'est même ça. métier. C'est pas le même métier parce qu'effectivement, ma spécialité, tu sais, je suis connu sur le marché justement pour débloquer en fait, toutes les croyances limitantes qui empêchent d'accéder à la performance dans l'entreprise et souvent en fait dans ces métiers-là, ce que je constate, c'est vraiment que le goulot d'étranglement devient le CEO lui-même et c'est sur le travail, de la personne, donc au niveau identitaire, où, je travaille, ça va chercher, effectivement, du domaine perso, du domaine pro, etc. Mais effectivement, c'est pas du tout les mêmes problématiques qu'on peut avoir dans le quotidien, dans ce qu'on va vivre dans du coaching de vie, quoi. Là, on est beaucoup plus sur euh, comment obtenir plus de clarté mentale pour prendre des bonnes décisions, comment ne pas se faire influencer par le marché et vouloir complètement transformer son offre. C'est vraiment des choses qui sont liées à l'entreprise finalement, mais très pragmatiques et pratico-pratiques au quotidien. Sauf que on est tous des êtres humains et les CEO comme les autres, ils sont sous des pressions financières, sous des pressions temporelles, sous des pressions managériales, administratives, parce qu'on est en France aussi. Et l'idée, c'est que avec tout ça, en fait, il doit savoir gérer toutes ces pressions-là en lui, intérieurement, mentalement, psychologiquement et émotionnellement. Et c'est souvent là qu'il peut devenir lui-même le goulot d'étranglement de sa boîte, parce que s'il n'a pas la prise de recul, s'il ne sait pas comment en fait se recentrer sur lui, sur ses forces, ses faiblesses et tout ce qui ne va pas, pour pouvoir prendre des bonnes décisions pour son entreprise, les décisions peuvent avoir un réel impact sur le chiffre d'affaires et sur la performance de la boîte. Donc, c'est Mmh. vraiment finalement un travail au niveau de qui on est et comment on est pour savoir en fait où orienter sa force dans son entreprise. C'est souvent parce que on n'a pas conscience de qui on est, de ce qu'on fait, comment on le fait, que on va recruter aussi en fonction de ça. J'ai vu et c'est une erreur courante que je vois en fait, que je remarque chez des CEO plutôt juniors, quand ils commencent à recruter, ils recrutent en regardant en fait le résultat, c'est-à-dire je veux un résultat immédiat, je veux ça, donc je le fais. Ils recrutent pas à long terme en disant comment moi je travaille, comment je peux m'accorder avec une personne dont j'ai effectivement besoin sur ce poste-là, mais qui va
vraiment matcher avec moi et mon identité et ma personnalité. Et c'est souvent, en fait, dans ces boîtes-là qu'on voit le plus de turnover, parce que les gens restent pas longtemps, parce qu'on ne recrute pas de la bonne manière, en fait, en fonction de qui on est. Mmh. Intéressant. C'est quoi les prérequis en tant que coach pour travailler avec ce genre de client? Alors, moi, il y a un truc qui revient souvent, c'est enfin, c'est deux choses. Euh, la, Ils sont, comme ils aiment la performance, ils aiment que les choses aillent vite, précisément et surtout avec un cadre, dans lequel en fait, ils savent que, bah, en fait, ils arrivent, il y a plan A, enfin, étape A, étape B et cetera. Et en fait, le plan d'action, il doit être extrêmement clair et précis pour qu'ils puissent, eux, immédiatement se projeter. Pour la simple et bonne raison que toutes les décisions et ce qu'ils font dans leur boîte doit aller, suffisamment vite, aussi à leur rythme pour pouvoir, justement obtenir plus de performance derrière. Et si on n'est pas OK avec le fait d'aller à leur rythme, parce qu'ils ne sont pas tous évidemment rapides ou performants ou etc., mais l'idée, c'est vraiment une adaptation à la vitesse. Il faut avoir ce côté assez sharp, assez précis pour aller vite à l'essentiel et surtout amener vite le résultat. Beaucoup de mes clients supportent pas de passer des heures en questionnement. Ils veulent simplement en fait des déclics rapides qui fassent bim bam boum et derrière, ah oui, j'ai compris et bam, ils passent à l'action. Et le deuxième truc, c'est justement d'arriver à adapter en fait l'accompagnement au rythme de ces profils-là. Et le rythme, il est important parce que moi, j'ai coupé en fait la durée de mes accompagnements en deux en l'espace de 5 ans. Au début, je faisais vraiment des accompagnements très longs, 12 séances, etc., etc. Enfin, là aujourd'hui, évidemment, je suis devenu un spécialiste aussi de ce profil-là, donc forcément, avec le temps et l'expérience, je sais précisément à quel endroit ça se passe et comment les accompagner sur le sujet. Et j'ai réduit en fait mes accompagnements. Le premier accompagnement avec moi, c'est sur 3 mois et 4 séances plus 2 séances de suivi. C'est pour te dire à quel point en fait en 4 séances, j'arrive vraiment à créer ces shifts rapides pour la Mmh. simple et bonne raison que je suis devenu je suis dans ma 9e année d'activité. Je connais tellement bien leurs problèmes que en l'espace de 4 séances d'une heure, on a déjà en fait balayé tous les problèmes et ils peuvent repartir dans l'action. Et les deux choses importantes, c'est rapidité, précision, cadre, mais de l'autre côté aussi, il doit y avoir en fait quelque chose de très agile parce que c'est des métiers agiles où il faut de la flexibilité, il faut vraiment comprendre les problématiques. Et là-dessus, c'est vraiment un des points clés qui vient s'ajouter à ça. Et pour terminer là-dessus, ce serait le troisième point joker, c'est la confiance et la confidentialité. C'est-à-dire Mmh. qu'aujourd'hui, tu le sais, tu me demandes à chaque fois, alors comment va ton business et tu me demandes, moi à chaque fois je te dis oui, ça va, je peux juste te donner les chiffres, mais je ne peux pas te donner avec qui je travaille. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, j'accompagne tellement des gens de haut niveau qu'il y en a, en fait, ils ne veulent pas être cités, nommés dans les témoignages, etc. Donc, on n'est plus du tout dans, tu sais, les communautés où tu vas faire des témoignages clients, où les gens, évidemment, j'ai quand même heureusement une grosse majorité de mes clients qui acceptent de faire des témoignages, mais pour la plupart, la confiance, elle est très importante parce qu'elle est le garant de la confidentialité de ce qui se fait en fait pendant l'accompagnement. Et ça, ils y tiennent beaucoup puisque un seul gatekeeper, et là, je ne peux que t'encenser sur le sujet parce que je trouve que tu es quelqu'un qui sait mettre les gens en relation les uns avec les autres. Il suffit en fait d'une bonne mise en relation et bah, derrière en fait la confiance s'installe puisque quand un coach est recommandé à des niveaux très élevés comme cela, c'est plus la confiance qui est Oui. plutôt le gage de qualité et tu sais la, la marque de confiance qu'on peut donner au coach puisque si tu es passé avec un tel, ah bah si tu es passé avec lui, d'accord, bah, je veux bien bosser avec toi parce que tu as coaché un de mes potes. Mmh. Et aujourd'hui, pour être très transparent, 90% de mon activité se passe par ce genre de recommandations Ouais, ça m'étonne pas. parce que le marché me connaît, etc. Donc si je résume et en fait, je vais prendre mon exemple parce que bon, tout le monde sait que tu m'as accompagné. Oui, Heu, Faut que ce soit flexible. ouais, Oui, je t'annule une séance sur 2 ou je la ouais, décale parce qu'en fait, de toute façon, moi, mon planning, il est jamais figé, c'est si ça, ce n'est pour la demi-heure d'après. c'est ça. Faut que ça aille vite. Je fais pas une Mm, séance d'1 heure si en 30 minutes on a fini. J'ai pas que ouais, ça à foutre. c'est ça, Je veux le résultat, pas le chemin. c'est ça. Sharp, si j'ai l'impression que tu comprends moins vite que moi, échec et mat. Ouais, Recommandation, oui, bon,
nous, et encore, si j'allais dire dans notre sens, c'est passé différemment, mais non, c'est faux, parce qu'en fait, c'est Gwen qui nous a mis en relation. J'avais confiance en elle en tant que professionnel, et elle m'a dit, Mehmet, il est bien, et donc j'ai discuté avec toi. C'est ça. Et c'est vraiment ça, le cercle vertueux, quoi. Par quoi ils commencent des coachs qui nous écoutent, qui se disent, j'aimerais aller vers ce genre de profil aussi? Comment est-ce que je mets le premier doigt de pied dedans? Là, franchement, moi, c'est ce qui m'a permis justement d'aller au bout. Alors, c'est un principe vieux comme le monde, hein, je réinvente pas la roue. Donnez toujours plus, 10 fois plus de ce qu'on attend de vous. Et souvent, en fait, au départ, quand j'ai commencé, je donnais vraiment mes 10 fois plus de ce qu'on attendait de moi. J'étais 10 fois plus dévoué, je donnais 2 fois plus de temps, je m'investissais 2 fois plus. Et en fait, c'est pas une histoire de quantité, parce que quand tu t'investis, tu dis ouais, j'en donne plus, etc. Est-ce qu'il voit la valeur ou pas? Mais la confiance s'acquiert au départ par justement amener et être présent. Et dans ces métiers-là, au départ en tout cas, la majeure partie des personnes que j'ai accompagnées me demandaient des réponses immédiates. Donc, chaque fois que j'avais un message, j'attendais pas le lendemain pour répondre, même s'il était 20h, 21h. Au départ, je m'investissais beaucoup plus et j'ai créé la confiance en fait comme ça. Et à la longue, bah, j'ai mis plus de cadres parce que j'ai femme et enfant comme toi, donc j'ai besoin d'avoir aussi un cadre de vie qui me ressource. Mais ça, mes clients l'ont compris au fur et à mesure de travailler avec moi. Et au départ, pour moi, c'est vraiment la stratégie de Grant Cardone, c'est 10x, quoi. Il faut donner 10 fois plus que ce qu'on attend de toi. Et pour ça, ça passe une fois de plus par être fiable. Simplement, on t'envoie un message, réponds. Si on te demande de décaler, d'être flexible, fais-le. Vraiment, adapte-toi aux besoins de cette clientèle qui est plutôt une clientèle qui fait pas ça par caprice, qui fait ça par contrainte de l'entreprise et des responsabilités qu'ils ont. Et c'est pour ça que à partir du moment où tu comprends la subtilité de s'adapter justement à son profil de clientèle, tout devient extrêmement fluide et surtout la personne en face voit l'engagement et le dévouement que tu as pour lui amener le résultat. Et ils sont, en tout cas mes clients sont vraiment, c'est des ayatollahs de l'action et du résultat. Et c'est ça qui m'a mis aussi dans cette dynamique d'être tout le temps en action, en mouvement avec eux et d'amener ce qu'il faut rapidement. Tu vois, comme par exemple un onboarding. Un onboarding chez moi, il va prendre 10-15 minutes. Mon assistante, dans l'heure, elle a fini le contrat, etc. Tout est envoyé et on n'en parle plus en fait. Tu vois. Et ça doit avoir ce côté extrêmement sharp, rapide, etc. Et c'est au départ où tu donnes 10 fois plus de ce qu'on attend de toi. Et après, la personne comprend justement comment tu es, qui tu es, ce que tu fais, etc. Et c'est ça qui a créé l'engagement et qui a aussi fait que j'ai commencé à être pointé du doigt en disant ce mec-là, il est fiable, on peut lui faire confiance, allez-y, quoi. Je pense qu'en tant que coach, il faut choisir avec qui on veut travailler, avec tout ce que ça implique. Tu parlais de Grant Cardone, c'est rigolo, j'ai eu une info là ce matin. Il fait a priori plus d'un demi-milliard de revenus. On ne parle pas de son patrimoine IMO qui serait valorisé à 2-3 milliards, hein, avec des dettes dedans. On parle vraiment de revenus de toutes ces boîtes en termes d'infoproduits, de machin. Est-ce que tu penses qu'un mec comme ça, il a le temps de t'attendre? Ouais, grave. En fait, il te donne 1 minute grave. à 1 minute 10, il t'a oublié. C'est ça. Et alors, bien sûr, là, on a pris l'extrême mondial, Ouais. mais ce genre de profil, c'est ce genre de pression qu'ils vont mettre autour d'eux. Je pense que c'est hyper important de préciser pour ceux qui nous écoutent qu'il faut y aller en tant que professionnel de l'accompagnement, il faut aller en conscience vers le choix du profil idéal pour toi. Si tu veux accompagner des top performers, CEO, athlètes, PDG, top exécutive, peu importe, ils vivent un niveau de pression stratosphérique, donc ils mettent un niveau de pression stratosphérique autour d'eux. Si tu veux une slow life et du coaching doux en durée, etc., il y a plein de gens qui vont avoir besoin de toi aussi, mais c'est pas cela. C'est ça. C'est précisément ça. Et effectivement, il faut bien se positionner par rapport à ça. Moi, ça a été un questionnement au tout début quand j'ai commencé sur qui en fait me ressemble le plus. Parce qu'en fait, quand on part de soi, moi, quand je regarde ma carrière, toute ma carrière a été passée en fait dans des boîtes du CAC 40 à subir ce genre de pression. Et je gérais aussi des budgets annuels de 20-30 millions annuels. Et cette pression, tu l'as en permanence. Donc, je la connaissais bien. Et c'est naturellement que ça s'est fait finalement. Parce que tous les performeurs, les CEO que j'accompagne aujourd'hui, ils vivent ce même genre de pression que je connais sur le bout des doigts. Et donc, forcément, pour pointer le truc qui ne va pas dans l'organisation, son management ou lui-même qui il est, c'est extrêmement facile pour moi. C'est pour ça que
Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'avoir des accompagnements à rallonge. De toute façon, mes clients n'ont pas le temps pour ça. Mmh. Mais surtout derrière, être vraiment dédié à la résolution du problème précisément. Si aujourd'hui j'en suis là, c'est parce que chaque fois qu'un client me donne une phrase, je peux lui dire précisément dans quel schéma de pensée il est et qu'est-ce que ça va provoquer chez lui et dans son entreprise. Et en fait, quand j'ai ce niveau de précision, forcément, la personne en face, elle me dit, mais c'est exactement ça, c'est bon, qu'est-ce que je dois faire? Et tout de suite, on passe à autre chose. Et c'est ça, moi, en fait, ces 9 dernières années-là, j'ai passé mon temps à vraiment aller de plus en plus loin dans la précision de ce que je sais. C'est pour ça que je me forme en permanence pour être sûr que je suis toujours efficace chaque fois que j'ai un de mes clients et que je suis au bon endroit pour l'aider à dépasser en fait le problème sur lequel il est. Et plus on devient un expert et un spécialiste du truc, bah, plus la valeur elle monte et surtout plus la rareté augmente, puisqu'aujourd'hui, je peux plus me permettre comme avant d'avoir une flopée de clients. J'en ai beaucoup moins qu'avant, mais beaucoup plus cher et dans des dynamiques beaucoup plus élevées, parce que derrière, en fait, les enjeux sont plus élevés et à des niveaux pareils, chaque décision ou chaque action que les personnes mettent en place ont des conséquences, mais vraiment presque irréversibles sur leur chiffre d'affaires. Donc, il y a vraiment des enjeux aussi derrière. Et c'est pour ça qu'effectivement, si on n'est pas prêt à subir ce genre de pression-là, faut effectivement pas prendre ce genre de cible. Donc, bien adapter la cible à qui on est effectivement au niveau d'énergie et puis à qui on a été aussi dans le passé par rapport à ça, quoi. Mmh. Est-ce que, bien évidemment sans donner de nom et sans donner d'infos confidentielles, tu aurais des anecdotes à nous partager pour que ceux qui nous écoutent se rendent compte de ce que c'est que travailler avec ce genre de profil? Alors très simple, là c'est, alors je vais pas donner son nom, mais je pense qu'on le connaît tous les deux. Il y a un de mes clients un jour qui m'appelle, qui me dit, c'est une histoire que j'ai mis d'ailleurs sur en réseau, je sais plus où est-ce qu'on en a parlé, je crois que c'était ensemble. Un de mes clients m'appelle et il me dit, écoute, en fait, là je dois prendre une décision et cette décision, en fait, elle peut impacter ma boîte à hauteur de presque 500 000 euros. Et en fait, il doit passer devant le COMEX, donc le comité de direction, etc. Et il doit expliquer en fait pourquoi il prend cette décision. C'est un nouveau projet, il y a quelque chose, mais par contre, il y a quelque chose qui lui fait peur énormément parce que derrière, en fait, si cette décision, comme c'est lui qui doit l'assumer, si elle n'est pas bonne, etc., stratégiquement, derrière, la boîte peut perdre à hauteur de ce qu'elle est environ 7 millions d'euros. Et donc, des sujets comme cela, là où tu dois investir 500 pour récupérer 7 millions derrière, les impacts sur les équipes, sur les entreprises, parce que c'était un groupement d'entreprises dans la logistique, etc. Et là, en fait, sur une décision, tout peut basculer, en fait. Et en travaillant sur ça, en travaillant surtout, en fait, sur les personnes qui sont dans le COMEX, le comité de direction exécutif, il se rend compte qu'en fait, il y a un seul bonhomme dans le COMEX qui, lui, grosso modo, lui appuie sur son bouton rouge pour lui faire péter les plombs. Et on identifie donc dans les profils par rapport au sien, par rapport à qui il est, etc., comment en fait il réagit face aux commentaires ou peut-être aux attaques qu'il va recevoir. Et il se rend compte que en fait c'est pas lui le problème, mais c'est le mec et sa vision et où est-ce qu'il va emmener la boîte. Et en fait, on décortique ça ensemble, donc en fonction de son identité, etc. On met une stratégie de communication en place là-dessus. Et arrivé en fait au comité de direction, il arrive vraiment à garder son sang-froid, à expliquer les choses, etc. Tout le comité de direction vote en sa faveur. Le mec fait de la résistance, le fameux qui l'appuyait, etc. Et en fait, avec le niveau de communication et de lâcher prise qu'il a travaillé, la prise de recul qu'il a eue, le mec avait beau attaquer, il répondait à toutes les questions sereinement. Et en fait, c'est le mec qui s'est ridiculisé par rapport au comité lui-même. Et au final, la décision qu'il a prise lui a rapporté 2 fois l'investissement en l'espace de 2 mois. Donc en fait, Mmh. les 500 000 qu'il a investis lui ont rapporté 1,5 million dans les 2 mois qui ont suivi en fait l'affaire. Et c'est là où le mec, le fameux, celui qui l'attaquait, a été licencié, je crois, 2 mois et demi après. Pour la simple et bonne raison que le mec, grosso modo, il était simplement dans un jeu d'ego pour protéger sa place ou je sais pas quoi d'autre. Mais en tant que CEO, lui, en fait, il est obligé de composer avec le COMEX et il est obligé justement de prendre aussi les égos en compte en fait dans ce genre de comité. Et ça a été en fait un sujet extrêmement épineux parce que derrière, tu risques la boîte, tu risques vraiment des centaines d'emplois
Et si tu as pas le recul, si toi-même tu n'arrives pas à vraiment à contrôler ce qui se passe en toi, bah, en fait, tu peux très bien péter la boîte, péter les investissements, tout péter en fait. Et c'est ce genre de cas qui arrive régulièrement. Et c'est des sujets en fait qui sont finalement, on pourrait dire c'est lié à la stratégie, au business, etc. Pas du tout. C'est lié au CEO et à sa réaction face à des contextes et à des situations et des personnes. Et quand tu comprends comment ça fonctionne en toi, finalement, tu comprends qu'il n'y a que des choses qui dépendent de toi et les réactions et les perceptions des autres, ça ne dépend pas de toi, en fait. Tu vois. Et Mmh. on en revient à des basiques comme ça, mais c'est vraiment ce genre de choses qui peut avoir vraiment de gros impacts sur la boîte, les performances, etc. Est-ce que tu as déjà vu des coachs ou entendu qui ont voulu aller vers ce genre de profil et qui ont fait des conneries ou qui ont mal anticipé comment ça allait se passer? Est-ce que tu as un peu des anecdotes croustillantes à nous donner là? On rigole un peu. Toi, tu veux des gossips, toi. Ouais, ouais, bah ouais, grave, grave. Alors, par éthique morale envers le métier de coach, je ne vais pas divulguer ou cracher sur mes consoeurs ou mes confrères, mais j'ai entendu récemment dans un mastermind dont je ne citerai pas le nom non plus, mais qui n'était pas en France, qui s'est passé sur une île paradisiaque, bref, où effectivement on a des échos de certains coachs qui jouent un rôle, quoi, tu vois, qui veulent peut-être montrer plus que ce qu'ils ne sont. Et souvent, en fait, et ça c'est normal, hein, c'est dans tous les marchés pareil, c'est pas que chez les coachs, que chez moi. Oui, les gens me connaissent sur le marché, ils me disent putain, mais je comprends pas, toi tu es super authentique dans ce que tu fais et j'étais à ce mastermind et cette coach, voilà, elle se raconte une vie alors qu'elle l'a pas, quoi, tu vois. Et Mmh. le pire, c'est que ce qui est raconté peut être corroboré en fait par tous les CEO qui sont là, parce que il y a une chose qu'il faut pas oublier, les CEO ont des informateurs partout. Et tu sais très bien pourquoi tu rigoles, c'est parce que Jérémy, comme tous les autres CEO, Jérémy a une oreille partout, il sait tout. Et c'est ça qui me fait vraiment halluciner, c'est que les CEO ont, comme ils sont à la tête d'entreprise, l'information leur vient naturellement. Et en fait, ils savent très bien qui fait quoi sur le marché, d'où vient l'information, qui l'a dit, etc. Et c'est complètement stupide de vouloir jouer un rôle devant des CEO qui, de toute façon, ont l'information que parfois toi-même tu n'as pas. Donc ça sert à rien de vouloir jouer un rôle ou de dire oui, moi je suis le coach, et oui, je vois ça, truc, machin. De toute façon, c'est pas mon style. Moi, je suis un bon père de famille à Toulouse et qui veut juste bien faire son travail honnêtement et de la meilleure manière possible. Mais la comparaison, à partir du moment où tu commences à devenir un peu une tête d'affiche, que tu commences à être reconnu sur les réseaux, les gens font forcément, tu sais, des comparaisons. Mais que toi, en tant que coach, tu essayes de te donner une étiquette, une image ou un rôle qui n'est pas le tien ou simplement une identité qui n'est pas la tienne, à un moment ou à un autre, le masque va tomber et tout le monde va s'en rendre compte. Donc ça sert à rien de raconter des cracks, ça sert à rien non plus quand tu vas dans des événements de te dire telle ou telle chose. Si l'anecdote que je te donnais n'était pas vraie, je n'en parlerai pas. Et tu vas pas inventer des histoires qui n'existent pas simplement pour te faire mousser ou pour te faire, tu sais, je ne sais quoi devant les gens. Ça va à l'encontre de mon éthique à moi parce que j'ai jamais travaillé comme ça, je le ferai jamais. Pour la simple et bonne raison que quand on se retrouve en tête à tête après avec la personne, bah, il faut délivrer le job, quoi. Il faut délivrer le résultat. Donc si tu as raconté des conneries à la première séance, le CEO, il va le savoir tout de suite parce que faut pas oublier une chose, la majeure partie des CEO que j'accompagne, ils sont multi-accompagnés. Ils ont déjà psy, ils ont déjà coach, ils ont déjà thérapeute, ils ont déjà aussi, tu sais, conseiller en stratégie, tu sais, business ou communication. Ils sont déjà multiformés. Donc ça sert à rien de raconter des histoires, ça sert à rien de se la raconter mode ouais, je suis le dernier coach qui va te faire faire je sais pas quoi. C'est du gros bullshit. Donc simplement, euh, je pense qu'il y a un truc qui marche très bien avec les CEO, c'est l'authenticité, la franchise et simplement l'humilité. Pour la simple et bonne raison que même si moi j'ai plus de 20 ans d'expérience derrière moi, franchement, j'ai jamais autant appris au contact de CEO qui ont entre 25 et j'en accompagne qui ont beaucoup moins. Ils sont multimillionnaires à moins de 25 ans. J'en accompagne, j'en apprends plus sur eux alors que j'ai 48 ans.
J'en apprends plus avec des petits jeunes de 25 ans qui pètent déjà des millions par mois et ils m'apprennent tellement de choses. Et j'ai encore cette humilité à 48 ans de me dire, putain, waouh, j'apprends encore des trucs à mon âge en regardant des mecs comme ça, quoi. Et simplement de sortir de l'ego, de se dire, ah oui, moi je suis coach, ça fait des années que je suis là, je suis un David Laroche en puissance. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Quand tu seras face à ton client, il faudra délivrer le résultat et délivrer justement l'accompagnement pour faire en sorte que ton client, derrière, il puisse obtenir ce qu'il veut, quoi. Donc, je pense que l'authenticité, la franchise, ça reste pour moi, et l'humilité, ça reste pour moi le socle commun de mon identité en tout cas. Et effectivement, des histoires croustillantes comme ça, j'en entends, mais je préfère, tu sais, me concentrer sur mon couloir et voilà. Je fais et voilà. Et je suis pas très gossip, tu le sais en plus. Donc, Ouais, si moi je commence à ouvrir ma gueule, on n'a pas fini l'épisode. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour des gens qui nous écoutent, qui sont probablement coach ou qui vont le devenir, qui veulent se lancer ou qui sont lancés? Si tu as un conseil à leur donner aujourd'hui, avec ton expérience du métier, tu leur dirais quoi? faites-vous accompagner. Mm. Prenez un Jeremy Coleman, prenez un qui vous voulez, mais faites-vous accompagner. En fait, si je t'avais pas découvert, et heureusement que je t'ai découvert, je serais encore en train de patauger sans stratégie, sans direction, sans rien. Franchement, le meilleur conseil que j'aurais pu recevoir il y a 10 ans quand j'ai commencé ma boîte, c'est prends un coach immédiatement, prends quelqu'un immédiatement pour t'accompagner dans l'évolution, dans ce que tu veux construire en fait. C'est vraiment, je sais que ça paraît basique, bateau dit comme ça, parce que j'ai dû le dire des centaines de fois dans d'autres podcasts, mais franchement, aujourd'hui, si j'avais la mentalité que j'avais pas il y a 10 ans, enfin, si j'avais cette mentalité il y a 10 ans de ça quand j'ai commencé, je pense que je serais à un autre niveau encore aujourd'hui. Vraiment. Faites-vous Ok, accompagner. très beau mot de la fin. Et n'hésitez pas à suivre Mehmet sur tous ses autres réseaux. Il partage des trucs intéressants un peu partout. Merci beaucoup, Mehmet. Merci à toi, Jérôme.